C'est nous la France! Bonsoir à tous, bienvenue dans Au Combat, l'émission qui donne la parole à ceux qui luttent sur le terrain, dans leur quotidien et leur profession. Ce troisième numéro de combat sera consacré aux Gilets jaunes. Sont-ils tous criminels? En tout cas, ils sont traités comme des ennemis de la République. On pense à Christophe Détinger, dit le boxeur, toujours derrière les barreaux. On pense à Antoine Azolin, 27 ans, à Fleury-Mérogis depuis le 24 novembre. On pense aussi à tous ceux moins connus qui attendent leur procès, qui sont passés en comparution immédiate et qui ont vu leur vie basculer pour être allés dans la rue défendre leurs droits. On pense surtout à tous ces blessés, ces mutilés à vie, qui ont perdu un œil, qui ont une main ou un pied arraché, qui sont tombés dans la rue sous les coups des matraques, grenades et flashballs. Certains finiront leur jour handicapés, d'autres ont des blessures qui sont moins visibles, peinent à dormir la nuit après avoir été gazés, nassés, parqués comme des animaux. On pense aussi à ces policiers, comme celui que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau, qui empêchent parfois sur le terrain un collègue de commettre l'irréparable. Ces policiers épuisés qui refusent d'obéir aux ordres d'une hiérarchie sans merci et se voient détestés par leurs concitoyens. Alors que l'Assemblée vient de donner un accord pour interdire administrativement de manifester, alors que le président Emmanuel Macron nie tout blessé et même tout décès commis sous son régime, et alors que Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, traite nos concitoyens qui manifestent en criminels, les Gilets jaunes, eux, gardent la tête haute. Ils restent dignes, humbles et forts face à une violence hors norme qui leur est infligée depuis désormais 2 mois. Pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir des invités exceptionnels qui sont bien souvent dans l'ombre et qui œuvrent pour la dignité de nos concitoyens et se battent sans relâche. Maître David Libenski, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat de Jérôme Rodriguez. Entre autres, vous êtes cofondateur du collectif Robe Noire et Gilets jaunes, qui vient en aide à des Gilets jaunes qui sont persécutés par la justice. Merci d'être avec nous entre plusieurs auditions. Panmela Ossini, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste chargé de l'indemnisation des victimes d'attentats. Oui. Depuis le début du mouvement, vous conseillez et vous aidez des Gilets jaunes concernant leur préjudice physique, mais aussi moral. On y reviendra. Alexandre Langlois, bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat de police Vigie. Vous êtes un lanceur d'alerte. Depuis des années, vous dénoncez l'omerta qui règne au sein de votre profession, les suicides, le manque de formation, la doctrine du maintien de l'ordre utilisée par nos dirigeants. Et vous êtes vous aussi victime de répression syndicale puisque vous êtes convoqué le 20 février prochain en conseil de discipline. Dès le début du mouvement, vous avez appelé à la grève illimitée en solidarité avec les Gilets jaunes. Et Aurore de Mudler, vous êtes de Maubeuge, vous venez du nord de la France, vous œuvrez activement sur les ronds-points, vous êtes une mère de famille qui avait changé votre vie pour les Gilets jaunes. Merci d'être avec nous. Merci. Vous avez subi la répression, on y reviendra aussi. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire un tour de table pour savoir comment chacun d'entre vous en est venu à se mobiliser, à devenir Gilet jaune. Aurore, je commence par vous. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir le président Macron qui est venu à Maubeuge, début novembre. Par solidarité avec l'hôpital de Maubeuge, j'avais enfilé un gilet et je suis allé les rejoindre. J'avais absolument aucune motivation particulière et je n'ai jamais lâché mon gilet. Depuis le 17, je lâche pas. On a une bonne équipe à Maubeuge, donc on continue. Merci. Alexandre Langlois, pourquoi dès le début vous avez décidé de soutenir le mouvement? Parce que dès le début, on est concerné comme tout citoyen, donc les policiers, par le pouvoir d'achat. Et la goutte d'eau de départ était l'augmentation de l'essence. Après, il y a tout le reste du pouvoir d'achat qu'on combattait aussi, mais les policiers, en plus, sur l'essence, on a été encore plus touchés que d'autres personnes, parce qu'en fait, on nous dit prenez les transports en commun, mais vu nos horaires atypiques, c'est très compliqué. On ne peut pas habiter à côté de nos lieux de travail pour soit c'est trop cher, soit les quartiers, c'est les gens qu'on a arrêtés la journée, donc ce n'est pas possible pour nos familles, donc on doit habiter en plus plus loin. Et à côté de ça, on a comme tous les fonctionnaires, le point d'indice gelé, etc. Donc on était particulièrement touchés sur dire on veut mieux vivre à la fin du mois, et c'était la première fois depuis que j'ai commencé ma carrière, où on perd de l'argent à la fin du mois. Et c'est insupportable, en fait. Et c'est pour ça qu'on a été solidaires dès le début. On s'est dit, c'est quelque chose qu'on peut gagner tous ensemble. Si chacun va de son côté, ce qu'on fait depuis des années, on n'obtient rien. Ben, c'est l'occasion
d'avoir tous pouvoir mieux vivre à la fin du mois. Merci beaucoup Pamela Ossini. Comment on passe de juristes qui aident des victimes d'attentats à des victimes à devenir gilet jaune et aider les victimes gilets jaunes, tout simplement parce que déjà les revendications sont les miennes. Dès le départ, j'ai été moi aussi gilet jaune. J'étais au niveau de l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile. J'ai vu à quel point les forces de l'ordre avaient des ordres de répression, avoir des grenades passées par nos têtes et se dire qu'on n'en sortira peut-être pas indemne. Donc quoi de mieux que de proposer mes compétences pour pouvoir aider au mieux. Voilà, c'est plus dans un état d'esprit de proposer mes compétences et de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Merci Maître, vous qui avez créé le collectif Robe Noire et Gilets jaunes, d'où vous est venue cette idée? Alors d'où m'est venue cette idée? En fait, j'ai participé à une première manifestation fin novembre de mémoire et j'étais choqué en fait par les violences policières. Bon, j'ai rien évidemment contre les policiers. Des violences à l'encontre de manifestants atypiques, puisque la majorité des personnes que j'ai pu rencontrer lors de cette manifestation manifestaient pour la première fois. Et donc, j'ai trouvé la revendication légitime. Et je considère qu'en tant qu'avocat, nous sommes les premiers défenseurs des libertés publiques. C'est pour ça que j'ai créé avec mon confrère Philippe Deveul, Robe Noire et Gilets jaunes. Merci beaucoup. Je rappelle que le ministère de l'Intérieur comptabilise au 28 janvier 243 signalements déposés à l'IGPN, la police des polices, 7000 interpellations et des milliers de blessés, 1200 suivant les chiffres de Beauvau parmi les forces de l'ordre et 1900 chez les manifestants, même si ces derniers sont sûrement bien en deçà de la réalité, on y reviendra. Une violence d'État, c'est notre première partie. Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. Par contre, je connais des policiers et des gendarmes qui utilisent des moyens de défense de la République, de l'ordre public. Et vous savez, il n'y a pas de liberté sans ordre public. Et donc, quand elles sont effectivement acculées, elles utilisent des moyens. Mais naturellement, je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant ou attaquer un journaliste. Alors, Maître Libanski, je voudrais avoir votre réaction sur les propos de Christophe Castaner. Mais écoutez, moi, mes réactions, je suis vraiment choqué. Alors, choqué en tant que citoyen, puisque moi, je participe aux manifestations depuis fin novembre. Et ce que Monsieur le ministre de l'Intérieur dit est totalement inexact. J'ai vu des CRS, des policiers foncer sur des manifestants sans sommation, alors même que ces manifestants n'étaient pas agressifs, n'étaient pas violents. J'ai vu également des touristes nassés ou arrêtés qui ne manifestaient pas, notamment sur les Champs-Élysées. J'ai vu des tirs de flashball, j'ai vu du gazage, alors même que des manifestants, comme je vous l'ai indiqué, étaient pacifiques. Qu'on puisse légitimement avoir des violences entre guillemets policières sur des casseurs, les black box par exemple, sur des groupuscules activistes, là je peux le comprendre. Mais qu'on frappe, qu'on gaze des manifestants, des pères, des mères, mères de famille, des personnes âgées, des handicapés, des invalides, ça c'est inacceptable.
D'ailleurs, Aurore, vous avez subi vous-même cette répression, vous m'en avez parlé. Après, bon, je relativise, j'ai pas été borgné, j'ai pas eu de flashball, j'ai pas eu de coup de matraque, mais ouais, on était en action dans un centre commercial et j'ai été attaqué par derrière alors que je m'étais mis en retrait justement pour éviter d'être un peu bousculé. Je suis une maman. Donc j'évite la confrontation et ils sont arrivés par derrière sans sommation et pas de quartier. J'ai mis une semaine pour m'en remettre, quoi. J'ai eu un grand coup dans le dos et j'ai eu au moins une semaine pour m'en remettre. Alors on va revenir sur ces violences policières, mais avant tout, il faut bien comprendre comment fonctionne le maintien de l'ordre à la française. Je m'appuie notamment sur les travaux de David Dufresne, qu'Aude Lancelin a reçu ici sur le plateau du Média. Avant d'user de la force, sauf bien sûr en cas de légitime défense, les autorités sont obligées d'annoncer leur présence en faisant 2 sommations pour appeler les manifestants à se disperser. Une première sommation qui signifie on va faire usage de la force, suivie d'une seconde. Mais si cela est sans effet, le maintien de l'ordre doit passer par 3 étapes graduelles. Premièrement, les autorités peuvent décider de la force dite simple, à savoir gaz lacrymogène, lanceur à eau, mouvement tactique en tenue anti-émeute. Ensuite, elles peuvent utiliser des grenades à effet de souffle et des lanceurs de grenades, donc qui vont propulser les grenades dans la foule. Et en cas de trouble à l'ordre public qui est jugé à l'appréciation des autorités civiles, le Code de sécurité intérieure autorise l'usage des armes à feu, flashball, lanceurs de balles de défense, le fameux LBD 40, grenades de désencerclement, dont la fameuse JLIF4, des armes responsables de nombreuses blessures. Alexandre Langlois, est-ce que vous êtes d'accord avec cette doctrine ? Comment sont utilisées cette doctrine de façon plus générale? C'est qu'en France, en fait, la doctrine est de gérer une foule. Et quand on gère une foule, il y a forcément donc, les gens sur qui on riposte, qui ont causé des dégâts, donc qui sont des criminels, des délinquants infiltrés dans le mouvement. Mais le problème, c'est que ces gens-là sont au milieu de personnes qui n'ont rien fait. Donc il y a forcément des dommages collatéraux. Et c'est à partir de là où ça commence à poser problème et qu'il y a une escalade des violences en France, parce que du coup, il y a des gens qui n'ont rien fait, qui vont se dire la prochaine fois, je vais peut-être me venger, ou je vais faire différemment, ou je vais me protéger tout simplement. Et du coup, il y a plus de violence du côté des Gilets jaunes, des gens qui sont engrainés des fois dans un mouvement qui n'auraient pas suivi. Du coup, il y a des fois des ripostes plus violentes de nos collègues, ou en tout cas des ordres qui sont réprimés plus violemment parce qu'en face, ils sont plus méchants. Et tant qu'on sera dans cette logique d'escalade de la violence, ça va devenir compliqué en fait de garantir la liberté de manifester. Parce qu'à l'heure actuelle, on parlait de primo-manifestants pour beaucoup de gens, mais ce n'est pas la question. La question, c'est qu'en France, on a le droit de manifester, et le rôle de la police, c'est d'assurer la sécurité des manifestants. Et à partir de là, dans cette doctrine d'emploi, en fait, il n'y a pas de... Comment on enlève les groupuscules qui posent problème, comment on va en amont pour les enlever, c'est toute cette utilisation qui pose problème, et également le manque de formation. Je tiens à parler du manque de formation, notamment sur le LBD. Les unités les plus mises en cause sont nos collègues de la BAC, pour des violences et blessures sur des personnes qui n'avaient rien fait. Et il faut savoir, donc, tous les policiers sont formés par un tir tous les 3 ans de 5 balles au LBD. Dans un contexte au stand de tir, etc. Donc tous ceux qui nous disent on ne vous apprend pas à tirer dans la tête, je fais allons-y, prenez un LBD, tirez au milieu d'une foule, tirez au moment où il y a du stress, de la fumée, etc. Les balles ne vont pas forcément aller au bon endroit quand vous avez tiré 5 balles tous les 3 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans et 11 mois, vous n'y avez pas touché à cette arme, on peut vous demander de l'utiliser comme si vous étiez un tireur d'élite. Ils n'ont aucune formation du maintien de l'ordre, nos collègues des unités civiles. Les CRS, qui sont moins mis en cause, sont très bien formés maintien de l'ordre, mais ont la même formation déplorable au LBD. Enfin, les gendarmes mobiles sont très bien formés maintien de l'ordre, formés LBD en situation réelle, avec à l'entraînement des gaz, des chars, etc. Ils ne sont pas mis en cause pour des blessures sur personnes qui n'avaient rien fait à l'heure actuelle, les gendarmes. Donc je voudrais aussi qu'on remette en chose, si jamais on était bien formés, je pense que le nombre de bavures, entre guillemets, ne serait pas là. Et j'incite les gens à porter plainte contre X et contre notre hiérarchie, parce que sinon, en fait, on va sacrifier des manifestants qui seront blessés, mutés, qui n'ont rien fait. On a des collègues qui vont perdre leur travail, probablement, ou qui auront des sanctions parce qu'ils n'ont pas été formés correctement alors qu'ils voulaient juste bien faire. Et ceux qui organisent ce système ne sont pas inquiétés. Et quand on entend Monsieur le ministre ou Monsieur Nunes qui dit on a saisi l'IGPN tout de suite, par exemple pour Monsieur Jérôme Rodriguez, c'est pas du tout par humanité, empathie. C'est juste pour que l'enquête soit bien concentrée que sur le fonctionnaire de terrain et surtout qu'on ne remonte pas à eux. Voilà, donc c'est comme quand Monsieur Morvan, directeur de la police nationale, dit « J'ai rappelé à mes effectifs l'usage du LBD ». Mais en fait, on connaît les règles, en fait. Après, maintenant, il faudra que tu nous formes en conséquence pour pouvoir qu'on les respecte. Mais c'est pareil, c'est pas par empathie non plus ou par pour les Gilets jaunes. C'est une fois de plus pour se couvrir, lui, en cas de procédure judiciaire, en disant « Moi, j'ai fait une note,
dans mon bureau, donc tout va bien. Donc il y a tout ce truc autour. Tant qu'on ne l'aura pas changé, on pourra avoir toutes les règles qu'on veut, comme ont été présentées. Il y aura toujours des problèmes derrière. Alors, cette doctrine du maintien de l'ordre, le dernier décret date du ministère de l'Intérieur du 30 juin 2011, signé François Fillon, je l'ai ici, à l'époque Premier ministre. Il y a un point qui m'a interpellée, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre sur cette question, c'est que, à titre de riposte, en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, les forces de l'ordre peuvent utiliser un fusil à répétition de calibre 7,62 mm. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, maître, qu'on tire à armes réelles sur la foule? En fait, c'est inquiétant. Si une personne agresse avec un pistolet à balles réelles un policier, ça, je peux comprendre que le policier, en fait, riposte à balles réelles. Ça, c'est pas une difficulté, c'est logique. Ce qui peut être inquiétant, c'est un CRS qui est agressé par une personne qui n'a pas d'arme et qui lui tire à balles réelles dessus. Bon, là, oui, là, c'est inquiétant. C'est pas encore arrivé pour le moment, mais on pense à cette vidéo où deux policiers sortent leurs armes. Oui. Et vous avez rappelé, Alexandre Langlois, sur les Champs-Élysées, qu'ils étaient là par ordre de leur hiérarchie. Effectivement, vous l'avez rappelé. Ils étaient là sur ordre de leur hiérarchie. On a demandé effectivement, donc ce qu'ils nous ont rappelé après, c'est qu'il y avait aussi un moment un autre groupe qui était en train de poursuivre des collègues CRS qu'on ne voit pas sur la vidéo. Mais une fois de plus, en jetant une grenade, ça touche le groupe visé, mais les gens d'à côté. Et en fait, eux, dans la vision d'ensemble, ils n'ont pas tout. Ils voient des choses devant eux, mais il y a des gens qui ont été touchés qui n'avaient rien demandé. Et ils ne sont pas venus comme ça en se disant tiens, on va venir à cette rue et on va tirer nos grenades. Donc ils ont eu un ordre. Après, ils ont eu le problème mécanique de leur moto. Et en fait, une fois de plus, les violences engendrent la violence. Quand les gens sont venus leur casser la figure au début de façon hostile, mais ils n'avaient plus rien sur eux, donc ils ont sorti leurs armes. Voyant que les gens ne faisaient rien finalement de plus loin que s'approcher, ils ont rentré leurs armes, ils sont repartis, les motos étant faites. Mais après, il faut savoir qu'une arme dans le code pénal, ça peut être des armes par destination, c'est-à-dire quelqu'un un marteau, un pavé ou tout ce qu'on veut, voilà. Donc le résultat, au final, ça s'est bien terminé. Entre guillemets, il n'y a pas eu de tir, heureusement. Mais d'un point de vue légal, ça aurait pu être justifié. Mais une fois de plus, on remonte la chaîne. Si on ne les avait pas envoyés tirer des grenades sur, effectivement, des gens qui posaient problème, mais à côté des gens qui ne posaient pas de problème, on ne serait pas arrivé à cette situation. Et je passe au passage, si on avait un matériel entretenu convenablement, la moto ne serait pas tombée en panne. Effectivement. Pour compléter ce qu'Alexandre vient de dire, le vrai problème, c'est qu'est-ce une arme par destination? C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de liste c'est le problème, dans le code pénal. Et c'est bien un problème parce que les policiers considèrent qu'un gilet jaune, c'est une arme par destination, parfois ils confisquaient les gilets jaunes. Un casque pour se protéger, est-ce que c'est une arme par destination? Un petit bout de bois, comme avait Éric Drouet sur lui, c'est une arme par destination. Donc on pourra toujours dire, en fait, un policier pourra toujours dire la personne a voulu m'agresser, elle avait une arme par destination, donc je vais y tirer à balles réelles dessus. Non, c'est pas logique. Au contraire, c'est une dérive dangereuse à mon sens, quoi. Alors, concernant les armes, je voudrais rappeler que la grenade OFF1, rangée dans la même catégorie que la fameuse GLIF 4, a été interdite en 2014 suite au décès de Rémi Fraisse. Mais cette GLIF 4 est toujours autorisée et je rappelle qu'elle contient 25 grammes de TNT. Et cette GLIF 4 et le LBD 40 sont responsables de nombreuses blessures allant jusqu'à l'amputation. Nous avons souhaité montrer ces blessures. Attention, ces images sont extrêmement violentes. Éric, retraité, a reçu des coups de matraque à Marseille pendant l'acte 11. Il a 3 fractures. Jérôme a perdu son œil gauche à cause d'un tir de LBD 40 à Paris durant l'acte 2. Frédéric, 35 ans, a eu la main arrachée par une grenade GLIF 4 à Bordeaux lors de l'acte 3. Antonin, 15 ans, a eu la mâchoire et la mandibule fracturées par un tir de LBD 40 à Dijon lors de l'acte 4. Thomas, 20 ans, étudiant à Nîmes, a eu le sinus fracturé par un tir de LBD 40 sur les Champs-Élysées au moment de l'acte 4. Fiorina, 20 ans, étudiante à Amiens, a perdu son œil gauche à cause d'un tir de LBD 40 à Paris lors de l'acte 4. David, tailleur de pierre, s'est rendu à l'acte 4 à Paris le 8 décembre. Il a eu la maxillaire fracturée et la lèvre arrachée par un tir de LBD 40. Antoine, graphiste de 25 ans, sort de chez lui le 8 décembre près de la place de la République à Paris.
Au mauvais endroit, au mauvais moment, il est atteint par un tir de LBD 40 et perd son œil gauche. Ninef a reçu un tir de LBD 40 à Toulon lors de l'acte 9. Il ne participait même pas à la manifestation. Il a perdu son œil et doit se faire poser un œil de verre. Franck, 20 ans, était à l'Arc de Triomphe le 1er décembre. Victime d'un tir de flashball, il a perdu son œil droit et a eu la mâchoire fracturée. Jérôme Rodriguez, figure connue et appréciée des Gilets jaunes, a reçu un tir de LBD 40 place de la Bastille lors de l'acte 12. Il souffre de lésions au globe oculaire et ne sait pas s'il retrouvera la vue. Mais ce n'est qu'une infime partie des victimes. Quand je vois des gamins qui pourraient être mon fils, qui a 18 ans, je me dis mais c'est pas normal. Je ne vois pas il y a une disproportion entre ce qu'on fait et ce qu'on reçoit. Samedi, on était à Lille. J'ai une copine, qu'on a dû courir parce qu'on avait les baqueux aux fesses, alors qu'on ne faisait strictement rien. J'ai une copine qui s'est pris un coup de poing dans la mâchoire juste pour un masque qu'elle avait mis en dessous pour se protéger des gaz. J'ai d'autres copines qui se sont pris des flashballs, et je parle en tant que femme, parce que justement, ce sont nos copines qui ont pris, et c'est pas normal, ça devient n'importe quoi. Après, les gens qui sont pas d'accord avec les gilets jaunes, dont ces foulards rouges, quand ils justifient, oui mais c'est normal, on peut pas laisser faire cette violence, mais il va peut-être falloir que ces gens-là comprennent que la violence, on la reçoit depuis le mois de novembre, depuis le 17 novembre, partout. Alors, je sais, il y a des couvertures de journaux, mais nous, dans nos petits patelins, dans nos petites villes, où on essaye de continuer le mouvement, il faut voir un petit peu la répression. C'est effarant, c'est honteux, on fait rien de mal, on veut juste être là pour défendre, pour pouvoir manger correctement. C'est quand même pas la fin du monde, on veut juste manger correctement. J'ai mon homme, il est ouvrier, mon conjoint est ouvrier. Alors quand j'entends des choses comme vous n'avez pas le sens de l'effort, qu'on est enfin j'habitais la Moselle, en Moselle on est des schleims, des gens sans intérêt, sans connaissance, faut pas exagérer, là ça prend des proportions, prendre un coup de poing parce qu'on a un masque, je ne conçois pas, je ne comprends pas. Alors, au niveau des chiffres, le ministère de l'Intérieur ne veut pas vraiment donner de chiffres exacts. Il dit qu'il ne peut pas. En tout cas, David Dufresne et le collectif Désarmons-les, ainsi que Guillaume Griff, ont fait un excellent travail de recensement des victimes. Travail qui n'a pas été fait par le ministère de l'Intérieur, qui a dit, je cite le ministère, qu'il était impossible de qualifier la nature des blessures. David Dufresne, qui a publié ces chiffres sur Mediapart, a comptabilisé à la date du 30 janvier 2018 358 signalements, 160 blessures à la tête, 18 éborgnés, 4 mains arrachées. Au total, plus de 300 blessés graves, mais aussi 57 intimidations, insultes, entraves à la liberté de la presse. Pamela Ossini, je me tourne vers vous, vous qui travaillez avec les victimes. Quelles sont les conséquences sur la vie de ces victimes? Alors, il y en a plusieurs et tout dépend des blessures. Il y a, et d'ailleurs, quand j'entends Aurore en parler, il y a avant tout une blessure psychologique à ne pas négliger et valable pour tous. J'en fais partie pour le coup, puisque quand j'étais à l'Arc de Triomphe et qu'on ne nous laisse pas passer, et que d'un seul coup on nous laisse passer, mais qu'on se rend compte qu'on nous laisse passer pour nous gazer, et qu'au moment où on se dit, bon, la nuit tombe, il vaut peut-être mieux partir, et qu'on se décide à partir et qu'on se fait charger par des fourgons, c'est violent. J'ai eu la présence d'esprit d'attraper mes copines et de les mettre dans un renfoncement, mais c'est violent en fait, parce qu'à ce moment-là, on se demande où on est. On se demande si on n'est pas sur une scène d'attentat. Si on n'est pas sur une scène d'attentat. Je me permets d'utiliser ce mot parce que c'est la présence d'esprit que j'ai eue. Je me suis dit, mais oh. Et donc j'ai attrapé mes copines aussitôt. Mettez-vous la tête contre la vitrine, voilà, parce que on était gazés aussi. Donc il y a cette violence, il y a ces séquelles psychologiques qu'il va falloir évaluer, qu'il va falloir ne pas négliger, être suivi. Faut pas le perdre de vue. Il y a aussi les séquelles physiques. Ces séquelles physiques, donc elles sont plus apparentes. C'est pour ça qu'on met plus l'accent dessus. Mais
pour ces séquelles physiques, il va falloir faire un dur travail parce qu'effectivement, le ministère ne peut pas aujourd'hui comptabiliser parce qu'il n'y a pas de responsabilité pour l'instant de reconnue. Aucune responsabilité n'est reconnue. Donc là, on va être dans une phase pénale pour reconnaître telle ou telle responsabilité qui nous permettra ensuite de réclamer l'indemnisation du préjudice corporel ou du préjudice psychologique subi. Et ça va être une étape très très longue. Donc moi, ce que je conseille aussi aux victimes, avant toute chose, c'est de, déjà, pour ceux qui sont salariés, dans leur contrat, normalement, ils ont une prévoyance, de l'activer pour ce qui est des pertes de salaire, et de regarder s'ils ont une garantie accident de la vie, de sorte à ce qu'elles prennent déjà en charge tout ce qui est expertise, tout ce qui est frais d'avocat, etc. Parce que c'est très important. On est démunis à ce moment-là, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas vers qui se tourner. C'est la première des choses à faire, de sorte à être un peu plus serein et être un peu mieux accompagné. Alors, parmi dans le magnéto qu'on a vu, il y a une personne qui est auto-entrepreneur et qui ne peut plus travailler, un graphiste, qui ne peut pas toucher de chômage. Est-ce que vous avez une réponse? Quels sont les recours pour cette personne, par exemple? Alors, tout dépend déjà. Les recours sont longs. Donc, c'est vrai qu'il faut, entre-temps, pouvoir pallier au manque, aux pertes de revenus, au manque à gagner. Donc, ce qu'il va falloir qu'il fasse déjà dans un premier temps, c'est de regarder s'il n'a pas cotisé sur une prévoyance qui pourrait l'aider. D'une part. D'autre part, de voir s'il n'a pas une garantie accident de la vie, ce que j'expliquais, de sorte à ce qu'il l'active. Attention, il y a une prescription de 2 ans en matière d'assurance, donc il faut le faire assez rapidement. Merci, j'espère que vos conseils seront suivis. Concernant toujours ces blessés, mercredi 30 janvier, la Ligue des droits de l'homme, notre journaliste Dolores Baquela, a rencontré Jérôme Rodriguez, qui a été touché à l'œil par un tir de LBD 40, dont vous êtes un des avocats. Et elle a recueilli son témoignage, c'est un témoignage très puissant. Je vous propose de l'écouter. Je ne suis pas un symbole des blessés, il y en a qui souffrent beaucoup plus que moi. Moi, en fin de compte, psychologiquement, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? C'est qu'on est arrivé à un stade où on se dit qu'on va manifester et qu'on risque de s'en prendre une. Et vous savez, au moment où j'ai reçu l'impact et au moment où je tombe, la première réaction que j'ai, parce que je suis conscient de ce qui se passe, c'est de me dire, excusez-moi, hein, putain, ils m'ont eu. Voilà. La deuxième réaction, c'est qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire que je n'ai même pas su respecter ce que j'essayais de dire aux autres, de ne pas rester statique face à la situation et de devoir partir. J'ai eu ces 2 secondes où je n'ai pas su réagir et les mecs en ont profité et m'ont plombé derrière, quoi, tout simplement. Le professeur qui m'a soigné ne peut faire qu'un constat. Le constat apporte les preuves que j'ai bien été impacté par un LBD 40, tout simplement. Pourquoi? Parce que le scanner ne révèle aucune trace, ni même corps étranger, au sein de mon œil. À savoir qu'une grenade déchiquette. Vous irez discuter avec Antonio, il a le pied déchiqueté. J'ai un ami proche de la manifestation qui a la joue déchiquetée. Et samedi, à côté de moi, une autre grenade a été lancée et mon autre ami a eu le tibia déchiqueté. D'accord? Moi, je n'ai aucun point de suture, je ne suis pas déchiqueté. Je suis qu'un simple plombier, jamais j'aurais cru me retrouver dans une situation pareille. Donc c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Aujourd'hui, je suis quoi? Un handicapé. Et je ne m'attendais pas à être un handicapé. Maintenant, s'il devrait présenter des excuses, je rappelle, c'est de présenter des excuses à ma fille. Parce que ma fille a vu son père se faire descendre en direct à la télé. Et ça, c'est le plus traumatisant. Ma fille a dû aller voir un psychologue cet après-midi pour essayer de digérer la chose, vous comprenez? Là, ça va, j'ai du soutien, mais quand on se retrouve tout seul face à soi-même, c'est très compliqué. Et c'est pas que je suis... C'est pas présomptueux ce que je vais vous dire, mais j'ai eu l'occasion de voir une belle photo de moi. C'est pas moi qui suis beau, c'est la photo qui est belle. Et là, j'ai vraiment eu un coup de calgon parce que je me suis dit, je retrouverai plus mon visage. Vous voyez? J'avais ce visage-là et j'aurais plus le même visage aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. Et l'autre soir, le premier soir, le dimanche soir, quand la lumière de la chambre s'est éteinte, je me suis retrouvé dans le noir et j'ai eu dans ce tape-là, comme tu sais quand on est petit, les kaléidoscopes, vous voyez, le truc qu'on tourne avec la lumière et ça fait un jeu de lumière comme ça. J'ai eu une impression de lumière comme ça et ça m'a un peu perturbé, quoi. Mais le médecin m'a dit que c'était normal, que c'est une réaction du cerveau par rapport
au traumatisme que j'ai subi. Alors, Maître, vous qui êtes l'un de ces avocats, qu'est-ce qui va se passer? L'IGPN a ouvert une enquête. Oui, l'IGPN a ouvert une enquête, donc elle est longue, on ne sait pas pourquoi. Donc on attend toujours le résultat de cette enquête, même si les éléments que nous avons laissent à penser qu'il y a eu vraiment un tir de flashball et laissent penser à une issue donc positive de l'enquête. Mais c'est l'IGPN. L'IGPN n'est pas un organisme indépendant, c'est un organisme sous tutelle du ministre de l'Intérieur. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, évidemment, une plainte va être déposée. Une plainte va être déposée contre X pour au moins violence volontaire, même si je considère qu'en fait, qu'un policier qui tire de façon délibérée sur Jérôme Rodriguez, qui, je le rappelle, était bien connu. Figure du mouvement. Figure du mouvement, pas des services de police au sens que c'était un infracteur, mais comme figure du mouvement. Très apprécié d'ailleurs. Très apprécié. À partir de là, moi je suis amené à considérer que ça pourrait être une tentative de meurtre, combien même le tir de flashball viendrait d'un fonctionnaire de police. Ensuite, évidemment, il faudra saisir le tribunal administratif pour mettre en cause la responsabilité de l'État. Mais ce sont malheureusement des procédures qui sont très longues, puisque concernant la plainte contre qui sera déposée, si elle est classée sans suite, puisque c'est le procureur, je le rappelle, qui a l'opportunité des poursuites, et je rappelle également que le procureur dépend hiérarchiquement du ministre de la Justice, ami du ministre de l'Intérieur. Donc si c'est classé sans suite, il faudra qu'on dépose une plainte avec constitution partie civile devant le doyen des juges d'instruction, mais c'est une procédure qui est très longue et qui peut prendre des années. J'allais vous demander, ça peut prendre de 3 à 5 ans? Oui, ça peut prendre 3 à 5 ans, comme ça peut être beaucoup plus rapide, mais parce que c'est Jérôme Rodriguez, donc j'espère au moins qu'il aura le privilège d'avoir un temps judiciaire beaucoup plus court que des autres personnes qui sont dans la même situation. Mais en pratique, une plainte avec constitution partie civile devant le juge d'instruction, ça peut durer 2-3 ans. Alors, il y a aussi beaucoup de médecins qui dénoncent ces blessures, puisqu'on en parle peu, mais ils les soignent aux urgences tous les week-ends. C'est le cas de Laurent Tinès, qui est neurochirurgien et chef du service au CHU de Besançon. Il a lancé une pétition où il se dit particulièrement choqué par les photos prises et les lésions observées chez les personnes blessées. Beaucoup très jeunes, potentiellement nos enfants, écrit-il, ont été mutilés alors qu'ils ne représentaient aucune menace pour les forces de l'ordre. Il ajoute, je le cite, « Les liaisons constatées et prises en charge par nous, personnels soignants, dues à ces armes utilisées sur des personnes parfois très jeunes ou âgées, exerçant leur droit à manifester, sont choquantes et inacceptables. Énucléation, amputation d'extrémités de membres, fracas maxillo-facial et dentaire, traumatisme crânio-cérébral engageant le pronostic vital. » Alors là, en lisant ça, on a quand même l'impression d'avoir affaire à des blessures comme des blessures de guerre. Pamela Ossini, vous qui travaillez avec des victimes d'attentats. Oui, c'est en effet le type de blessure dont je suis confrontée un peu tous les jours de par mon travail. Donc oui, on peut le dire, on a affaire à des blessures de guerre. Aujourd'hui, je peux me permettre de le caractériser ainsi, puisque c'est le cas. Et que ça ne devrait pas avoir lieu. Je répète qu'à la base, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement pacifiste, qu'on y va de cette façon-là, et qu'effectivement, moi, ce que je ressens quand j'y suis et ce que je vis, c'est une répression policière. On attend qu'il y ait du monde, et on met un coup de gaz un peu partout pour disperser tout le monde. C'est pas une façon de faire qui nous permette aujourd'hui d'avoir le respect de nos droits et de nos libertés fondamentales. Alors je voudrais rappeler que le président de la République, Emmanuel Macron, n'a eu aucun mot pour ces blessés, ni lors de son fameux grand débat, ni dans sa lettre envoyée aux Français. Lors d'une conférence de presse en Égypte donnée le lundi 28 janvier, il s'est exprimé concernant les personnes ayant perdu la vie depuis le début du mouvement. Je vous propose de l'écouter. Je déplore que 11 de nos concitoyens français aient perdu la vie durant cette crise. Je note qu'ils ont tous perdu la vie.
bien souvent en raison de la bêtise humaine, mais qu'aucun d'entre eux, aucun, n'a été la victime des forces de l'ordre. Aucun. Je le dis bien parce que, compte tenu de la nature de cette crise, de ce que la France vit depuis plusieurs semaines, c'est inédit. Et je veux ici rendre hommage au professionnalisme des forces de l'ordre. Alors il semblerait qu'Emmanuel Macron, pourtant très pointilleux sur les fake news, n'ait pas pensé à Zineb Redouane. Cette femme est décédée le premier week-end de décembre à Marseille. Elle avait 80 ans. Elle fermait ses volets quand elle a reçu une grenade au visage. Le journal Libération a recueilli le témoignage d'une voisine de la vieille dame. Elle raconte que lorsqu'elle est arrivée dans l'appartement, Zineb Redouane sortait de la salle de bain, je cite ses propos, une serviette en sang sur la mâchoire et criait « Ils m'ont visé, ils m'ont visé ». La voisine a raconté que l'appartement était rempli d'une fumée noire et que la victime aurait dit, je cite encore, « 2 policiers en tenue se trouvaient sur le trottoir d'en face de la Canebière et ont tiré ». Zineb Redouane a été transportée à l'hôpital et décédée d'un arrêt cardiaque sur la table d'opération. Selon la préfecture, l'octogénaire aurait été tué par une grenade lacrymogène de type MP7. 2 capsules de ces grenades ont d'ailleurs été retrouvées dans son appartement. Selon plusieurs sources, la grenade aurait été lancée par un lanceur appelé Cougar, qui peut atteindre jusqu'au 4e étage d'un immeuble. Alexandre Langlois, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce lanceur Cougar et comment est-ce qu'il a pu atteindre une dame qui se trouvait en fait chez elle? Alors c'est une question technique, je ne maîtrise pas toutes les armes, là il fallait inviter mes collègues CRS. Après sur l'utilisation, c'est que une fois de plus on revient sur la formation, je ne pense pas que mes collègues visaient particulièrement cette dame. Il suffit qu'un collègue soit bousculé ou quoi que ce soit au moment où il utilise son arme, justement le projectile part n'importe où. Donc en dehors de ça, je ne pourrais pas en dire plus, je ne maîtrise pas l'arme Cougar, je n'ai pas révisé, je ne savais pas la question. Mais voilà, donc après dans les bousculades, dans les mouvements de foule, il peut y avoir justement, et malheureusement dans le mouvement des Gilets jaunes, il y en a beaucoup, des balles perdues pour le coup, des grenades perdues. Donc, maître, comment est-ce qu'on peut qualifier ce décès, homicide involontaire, qui en est pénalement responsable? Oui, homicide involontaire. Alors, qui est pénalement responsable, ça va être compliqué, puisque en fait, c'est surtout l'administration qui risque d'être considérée comme responsable. Pénalement, je ne sais pas, mais en tout cas, administrativement, c'est sûr. Après, je n'ai pas les tenants et les éléments de ce dossier, donc il est aussi difficile de me prononcer sur cette affaire. Mais en tout cas, c'est quand même assez frappant. Je ne sais pas quel est votre avis. Ces propos d'Emmanuel Macron qui disent qu'il n'y a eu aucun mort et cette dame qui est bien décédée. Comme des dommages collatéraux, c'est tout en fait. Les blessés, c'est rien. Non, il nie toute responsabilité. Dès lors où aucune responsabilité n'est reconnue par un tribunal, il nie toute responsabilité. Et cela étant, concernant Zineb Redouane, oui, l'État peut être responsable de ses blessures, de son décès. Il faut avoir accès au rapport d'autopsie pour savoir si effectivement elle n'est pas décédée de l'anesthésie. Donc il faut y aller avec précaution en fait quand on en discute. Si c'est pas suite à l'anesthésie, puisqu'apparemment c'était sur la table d'opération, ou si c'est suite à ses blessures. Mais pour ce qui est de ses blessures, oui, l'État est reconnu et peut être reconnu là sans problème. Pour le décès, c'est autre chose. Alors, il y a ceux qui ont été blessés, et il y a aussi ceux qui ont été arrêtés, interpellés, placés en garde à vue, parfois en détention provisoire par la police. David Lemensky, vous parlez, vous, de justice d'exception. J'ai repris votre terme pour le titre de cette seconde partie. Lors de ces manifestations, dont vous avez constaté qu'elles n'ont jamais été interdites, des individus, des casseurs, des extrémistes se sont introduits. Et ils ont en effet parfois commis le pire. Des exactions consistant à saccager des commerces, des bâtiments publics, ou à mener des actes de violence à l'égard des forces de l'ordre ou d'autres personnes. Et donc, de manière légitime, ils ont été interpellés. Pas interpellés parce qu'ils disaient quelque chose, pas interpellés parce qu'ils pensaient quelque chose, interpellés parce qu'ils cassaient, parce qu'ils détruisaient, parce qu'ils s'attaquaient à d'autres citoyens ou aux institutions. Ils sont conformément, là aussi, à notre droit, jugés.
Alors, des interpellations par milliers. À titre d'exemple, le samedi 8 décembre, à l'occasion de l'acte 4, 1723 personnes ont été interpellées dans toute la France, 1222 placées en garde à vue, des chiffres qui donnent le tournis et des motifs qui laissent parfois pantois. Je les cite, groupement en vue de la préparation de violences ou de dégradation, participation à une manifestation non déclarée, transport sans motif d'armes de catégorie D, obstruction sur la voie publique, association de malfaiteurs, incitation à la provocation d'un délit ou d'un crime. Est-ce que j'en ai oublié, maître? Non, je crois pas, mais bon, c'est choquant. Enfin, c'est choquant pour un citoyen, mais encore plus pour un avocat. C'est choquant parce que, en fait, ce sont des interpellations préventives. L'interpellation préventive n'est pas prévue par le droit français. Donc ça consiste en fait à faire une interpellation préventive parce que la personne porte un gilet jaune. Donc quand j'entends M. Macron dire en fait qu'il n'y a pas une atteinte à la liberté de penser, à la liberté d'expression, le fait d'arrêter quelqu'un de façon préventive qui est un gilet jaune, c'est une atteinte à la liberté d'expression. C'est une atteinte également à la liberté de manifester. Donc c'est choquant. Et puis honnêtement, participation à une manifestation non autorisée, faudrait peut-être tout simplement que nos préfets acceptent nos manifestations. Parce qu'on a vraiment des bâtons dans les roues qui sont clairement mis pour que nos manifestations n'aient pas lieu. Sauf que tant pis, on ne nous donne pas l'accord, et on prend le droit de le faire. Et c'est tout le temps, c'est tout le temps. On nous refuse de manifester, d'organiser des choses, voilà. Alors c'est facile de mettre ça sur le dos des manifestations non autorisées. Si on nous l'accorde pas, c'est un peu logique. On y reviendra en troisième partie, d'ailleurs, avec ces fameuses lois anti-casseurs. On va y revenir. Alexandre Langlois, est-ce que, je ne sais pas, c'est une question, je ne sais pas si vous avez la réponse, avant de partir sur le terrain, des agents de la BAC, des CRS peuvent avoir pour consigne d'arrêter un maximum de personnes? Le 8 décembre, là où il y a les 1700 interpellations, les consignes étaient très claires. Vous interpellez tout le monde. Et d'ailleurs, ce qui était rigolo, j'étais à la BRDP parisienne pour être auditionné pour diffamation le lundi d'après. Donc j'ai pu avoir les retours de mes collègues sur comment ça s'est passé le week-end. Parce que derrière, on voit ce qui se passe sur le maintien de l'ordre. Mais nos collègues en judiciaire sont complètement sous l'eau et noyés par les directives gouvernementales. Et ils m'ont dit, regarde bien les chiffres. Il y a 1700 interpellations sur toute la France, mais ils n'ont pas dit dans quoi et où ils ont pris les gens. On a eu des violences conjugales, on a des choses qui n'ont rien à voir en fait. Ils n'ont pas menti, mais ils n'ont pas tous été pris dans le mouvement des Gilets jaunes, parce que ça fait un super chiffre. Donc une fois de plus, ils ne mentent pas, mais ils jouent sur la communication. La deuxième chose ensuite, c'est que M. Macron a raison. C'est conforme aux lois, ce qui est fait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on met dans les lois? Parce que je vais juste parler du code de déontologie de la police nationale qui a été revu par M. Valls en 2014, qui est contraire au code éthique de police européen, qui apporterait beaucoup de choses. Mais dedans, il y a marqué qu'avant, nous étions défenseurs des libertés individuelles en tant que policiers. C'est pourquoi beaucoup de nos collègues se sont engagés d'ailleurs. Maintenant, nous sommes défenseurs des lois. Mais on peut légaliser tout ce qu'on veut, c'est pas pour ça que c'est légitime. Et la deuxième chose importante, nous sommes défenseurs avant nous étions défenseurs des institutions de la République, maintenant nous sommes défenseurs des institutions et intérêts nationaux. Il n'y a plus République. Donc effectivement, M. Macron a parfaitement raison, c'est conforme aux lois. Mais est-ce que c'est les lois légitimes? Est-ce que notre décret qui nous utilise est légitime? Est-ce que l'usage qu'on fait de la police est légitime par le gouvernement? Ça, c'est les vraies questions. D'un point de vue légal, pas de problème. Mais je rappelle que les pires dictatures ont des lois. Les plus belles démocraties également, mais tout régime politique a forcément des lois. Donc M. Macron, est pareil, doit jouer sur les mots. Et une petite chose aussi, M. Macron a priori un problème... Je voulais en parler là, mais tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de rebondir. Sur le nombre de morts, par exemple, il dit, moi, tout va bien, etc. Mais je crois qu'il a un mépris profond avec la vie. Parce que depuis qu'il est président de la République, nous avons 79 de nos collègues qui se sont suicidés. Alors qu'il a été alerté à plusieurs reprises, il n'a jamais rien fait, on a relancé encore une alerte. Donc je pense que tout ce qui se passe en dehors de son cercle ne l'intéresse pas. Et malheureusement, c'est qu'en dehors de son cercle, nous ne sommes pas juste des consommateurs, juste des contribuables, juste des matricules, nous sommes des êtres humains. Et ce serait bien qu'il y repense. C'est ce que vous dites, Vigie, j'en ai reçu le communiqué. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, environ un policier se suicide tous les 2 jours.
Ça, c'est même pas depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est depuis début janvier. Depuis début janvier. Donc voilà, et pareil, M. Castaner, depuis qu'il a pris ses fonctions, qui correspondent à peu près, à peu de choses près au mouvement des Gilets jaunes, il y a 21 suicides depuis que M. Castaner a pris ses fonctions. Voilà, et que notre directeur qui fait de l'empathie et des notes de service régulières, M. Morvan, il y a 61 suicides dans la police nationale. Donc je veux dire, tous ces gens-là, ce serait une autre entreprise. On a pu voir chez France Télécom, chez Renault. Déjà, c'est pas France Télécom ou Renault qui ont enquêté sur eux-mêmes. On en revient au problème de l'IGPN, des enquêtes internes, une fois de plus, contraires au code éthique de police européen qui devrait être applicable en France depuis 2014. Donc c'est parti pour mettre les choses sous le tapis, parce que l'IGPN, ni les policiers n'en veulent, ni les citoyens n'en veulent. Qui en veut, la haute hiérarchie, le gouvernement. C'est quand même assez bizarre. Et du coup, on ne s'occupe pas de tout ça, on laisse tout en souffrance et on fait des notes, on fait des papiers. Même chose pour donc les maintiens de l'ordre, on va nous déployer de façon n'importe comment. On va dire, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Il y a une chose sur le début du mouvement des Gilets jaunes, il y a une chose qui m'énerve profondément, c'est qu'on nous dit, il y a tant de policiers blessés, tant de Gilets jaunes blessés. Non, mais en fait, il y a 3000 blessés au total, en fait. Arrêtons de essayer d'opposer les camps. Il y a des metteurs en scène qui font qu'on s'oppose. Et il y a des blessés dans le peuple, au final. Mais si on commence à jouer le jeu de dire il y a tant de chaque côté, on va continuer de s'opposer. Parce que le metteur en scène va continuer de s'amuser. Donc recadrons les choses au bon niveau pour qu'on puisse travailler ensemble, pour avancer ensemble. Parce qu'un policier est rentré sur des manifestations, nos collègues CRS, pour une bonne partie, veulent assurer la sécurité des manifestants. Pas assurer la sécurité de gens qui nous envoient au casse-pied. Et d'ailleurs, il y a un changement sémantique qui en dit très long sur tout ce que vous venez de dire. C'est qu'avant, on disait gardien de la paix, que désormais, on dit force de l'ordre. Alors, une petite subtilité encore qu'ils ont rentré l'année dernière, c'est important. Nous, on défend le métier de gardien de la paix. Force de l'ordre, effectivement, c'est un côté répressif, c'est un côté ordre, donc c'est pas forcément république, paix, on voit ce que c'est. Bon, après, c'est un côté pratique, ça permet de mettre toutes les forces dans la même phrase plutôt que de citer tout le monde. Par contre, l'année dernière, nous avons un recrutement dans la police nationale, avec comme slogan « Devenez gardien de notre paix ». Mais de la paix de qui ? Donc je veux dire, en fait, maintenant, ils ne se cachent même plus. Ce ne sera pas la paix de tout le monde, ce sera la nôtre. Voilà. Et petite anecdote également, on baisse le niveau de concours de recrutement. Ils l'ont baissé parce qu'ils n'arrivaient pas à recruter assez de personnes, parce que M. Macron a dit 10 000 policiers de plus. Alors déjà, la dernière, il en manquait 200. Et cette année, en baissant le niveau du concours et en prenant à 8 de moyenne, c'est tombé le 22 janvier, il manque encore 200 personnes. Donc ça veut dire qu'en fait, au bout d'un moment, il faut mettre l'argent où il y a besoin, c'est-à-dire payer les gens au bon niveau pour attirer les gens qui ont les capacités après de faire le métier de façon cohérente et sereine pour la population et arrêter de nous tout mettre au rabais. Et puis, tout simplement, on pense aux futures générations. Aurore, qui avait des enfants, est-ce que vous aurez envie de devenir policier en voyant ça ? Non, vraiment pas. J'espère sincèrement que... Enfin, non, Déjà, je ne sais plus me placer vis-à-vis de mes enfants, justement, parce que j'ai du mal à leur expliquer ce qui se passe. Parce que mes petites ont 5 ans et 7 ans, elles n'arrivent pas à se positionner, à comprendre, mais qui est le méchant, qui est le gentil. Et c'est vrai que moi-même, personnellement, de toute façon, je l'ai déjà dit à des policiers en intervention la semaine dernière, je ne vous veux pas dans mon dos, je n'ai plus confiance en vous. Et ils m'ont dit, mais pourquoi ? Et c'est vous. Ah, c'est vous. Eh ouais, c'est moi. Et mes enfants, elles n'arrivent plus non plus à se placer parce que pourtant, c'est quand même c'est quand même la police. On doit quand même respecter cette police parce que c'était un garant de toutes les mauvaises choses qui pouvaient nous arriver. Et mon fils ne sera jamais flic et mes gosses non, mais mes 2 petites non plus. C'est hors de question. Je ferai tout, même si je ne les encouragerai pas et j'encourage personne à le faire parce qu'avec avec des lois pareilles, je ne peux pas envoyer mes enfants commettre des meurtres. C'est pas possible. C'est pas humain. C'est quand je vois ce que les policiers sont obligés de faire, parce qu'on est d'accord, ils sont KO, on est KO aussi, ça fait 2 mois, ils sont crevés, une erreur est humaine, le ras-le-bol de vouloir juste être un week-end avec sa famille, voilà, je comprends que les mecs, ils en aient marre, mais de là à foutre des coups de poing cachés derrière un McDo, non, je la respecte encore parce que c'est la police, mais je prêcherai plus pour ma police, c'est fini, c'est hors de question. J'allais vous faire réagir. Alors, meurtrier, pour le moment, on n'est pas meurtrier.
Bon, non, mais faut rester sur des mots quand même, parce que sinon ça fait quand même, on va continuer de créer le clivage. La deuxième chose, effectivement, il y a certains de nos collègues qui dérapent, qui sont... Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées à 99% par la formation, par les ordres qu'on reçoit. Et il y a aussi certains collègues qui profitent que le gouvernement soit complètement dit « allez-y », qui se sentent pousser des ailes et qui font n'importe quoi. Quand on regarde le nombre de vidéos, allez, je dis on va en prendre une centaine qui tournent depuis le mouvement des Gilets jaunes, sur 80 000 fonctionnaires déployés tous les week-ends, donc c'est pas forcément toujours les mêmes, mais quand ils soient régulièrement, ça fait quand même beaucoup de fonctionnaires qui essayent de faire leur travail convenablement au final. Donc arrêtons de nous prendre... Ces gens-là doivent être condamnés, mais qu'on ne fasse pas un amalgame général sur tout le monde, en fait. Non, mais ça a déclenché une crame quand même. Mais ça, je comprends tout à fait. Mais ce que je veux dire, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, après. C'est comme quand ceux dans l'autre camp qui disent, qui veulent créer des camps, qui disent, regardez, tous les gilets jaunes comme M. Castaner, voilà, on va prendre l'exemple, c'est facile. Tous ceux qui viendront manifester sont complices des casseurs. Mais je veux dire, c'est une aberration également. Tant qu'on jouera par amalgame et généralité... Ouais, mais quand vous avez des baqueux qui vous insultent, va chercher du boulot, vas-y, t'as rien à foutre là, casse-toi. Sur les 80 000 t'es dégueulasse, t'es moche. C'est une réalité, ça. Mais ça, je ne dis pas le contraire. Sur le terrain, c'est une réalité. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Et là, l'autre chose aussi, c'est qu'après, quand on parle de la question qui c'est les gentils, qui c'est les méchants, ben en fait, c'est mal posé. Les gentils et les méchants, il y en a de chaque côté, entre guillemets. C'est le monde est gris. Alors, allez-y. Alors moi, je peux intervenir parce que j'entends un petit peu des propos, je ne suis pas vraiment d'accord. Alors, moi-même, je suis l'avocat d'un mouvement de policiers, hein, donc je connais bien en fait les conditions de travail des policiers. Je les soutiens, je leur apporte... On rappelle, mobilisation des policiers en colère. Voilà. Hein, d'accord. Donc depuis des années. Donc je connais les problématiques, surtout relatives aux conditions de travail. Après, force est de constater que depuis des années, malheureusement, les rapports entre les policiers et la population s'est dégradé. À part la parenthèse, nous sommes Charlie, on aime la police, etc. Ou non, c'était pas Charlie, c'était quand il y a eu les attentats au Bataclan. On les 2 fois. Voilà. Voilà, 1 ou 2 fois. Mais force est de constater que les policiers tutoient souvent les personnes qui sont interpellées. Donc au nom de quoi un policier peut tutoyer une personne qui est interpellée, mais c'est fréquent. C'est généralisé. Voilà, c'est généralisé. Et Aurore parlait des insultes que des policiers pouvaient dire à l'encontre de manifestants. Moi, j'ai des retombées du terrain qui me confirment en fait ce que vous dites, Aurore. J'ai pas dit que ça n'existait pas. J'ai dit qu'on pouvait pas faire une généralité. Ça, je suis d'accord. Mais bon. Non, mais les manifestants ne sont pas des casseurs. Mais on les traite comme des citoyens normaux. Les manifestants ne sont pas des casseurs. Donc voilà. Donc à partir de là, on vous voit la personne. On n'a pas un comportement comme si on avait affaire à un délinquant chevronné. Déjà, le manifestant n'est pas un délinquant chevronné et il y a une présomption d'innocence. D'accord ? Donc à partir de là, je pense qu'il y a un travail à faire au sein de la police. Je précise aussi, concernant la formation, et là vous avez parfaitement raison, les policiers ont une grande problématique avec la formation. Moi, je défends depuis des années, en fait, un élève, un gardien de la paix, disons, qui a été harcelé en fait au sein d'un centre de formation. Donc je connais aussi cette problématique. Et moi, en tant qu'avocat, j'ai eu accès à son dossier administratif, et j'ai été outragé. J'ai été outragé par le comportement que pouvait avoir la hiérarchie policière à l'encontre des élèves gardiens de la paix. Voilà. Alors, je pense qu'il y a un problème au niveau de la formation. Voilà. Ah bah oui, on a des élèves, gardiens, qui étaient là au mois de janvier, qui n'avaient pas de manteau, parce que ça n'avait pas été livré. On leur dit, vous devez être en uniforme, il n'y a pas de manteau, vous irez en t-shirt. D'accord. Non, mais moi, je ne parle pas donc, donc les humiliations des fois de la formation vont sur une aberration du règlement. Voilà. Mais après, sur l'autre chose également, c'est sur le recrutement. On a besoin de gens. Avant, on avait des gens surdiplômés qui passaient le concours. Oui. Maintenant, ils n'arrivent même plus à recruter, donc ils baissent le niveau. Donc on recrute tous ceux qui peuvent reprendre, ils prennent sans filtre. Et après, au niveau de la formation, même le directeur de la formation, en disant baissons le niveau, on ne sait même plus comment faire en école, parce que les gens qui arrivent, par rapport à ce qu'on doit les former, ils n'ont pas les capacités à ce moment-là de le faire. Donc ça forme des policiers qui ne seront pas formés par la suite. Oui, mais c'est quand même choquant, parce que je ne dis pas le contraire. Ce sont des fonctionnaires, tout un système ils représentent la République, ils représentent tout un système qui doit être mis en place. Mais je vais prendre la police tout simplement. Il y a un gros travail à faire. Il y a un gros travail sur notre hiérarchie. J'ai fait condamner ma hiérarchie au tribunal administratif. Ouais.
pour discrimination et harcèlement en début de l'année 2018. Le jugement est tombé définitif. Ils me doivent 6 500 €, ils ne veulent pas payer. Donc je veux dire, même la justice, il s'assoit dessus. Donc voilà, quand M. Macron dit la liberté d'expression, il n'y a personne qui a le droit de... Mais dès qu'on ouvre notre bouche dans ce pays, je passe en conseil de discipline. Donc je veux dire, il y a le papier et les belles lois qui font derrière, qui n'ont rien à voir avec ce qui est légitime. Donc il y a un problème institutionnel qu'il faut régler, qui n'est pas nouveau, qui a une dérive totale par rapport au moment où il y a eu la politique du chiffre qui a été mise en place. On a été détourné de nos missions à remplir des camemberts plutôt que de protéger les gens. Et c'est pas pour rien qu'il y a un de nos collègues qui se suicide toutes les semaines, sauf depuis le début de l'année, ou un tous les 2 jours. Donc il y a une perte de sens, mais pour ça, en interne, on essaye de faire bouger les choses. On est face à un mur d'opacité complet. Donc maintenant, il faut que ça sorte de l'institution, que les citoyens s'en emparent, que les avocats nous aident à porter plainte contre ceux qui posent les problèmes, et que les élus de la République nous viennent en aide aussi. Donc c'est un travail global qui doit être fait. Tout à fait, vous êtes courageux. Pour que cette institution saute, dans le sens, elle est utile, mais pas dans l'état actuel des choses. Toutes les dérives qui ont été faites sont possibles à l'heure actuelle parce que cette institution dysfonctionne. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, on ne doit pas tutoyer les gens, etc. Tout ça, nous sommes bien d'accord, on n'insulte pas, ce n'est pas le rôle d'un policier. Et d'ailleurs, vous-même, je voudrais rappeler que vous prenez la parole depuis ce moment des Gilets jaunes, et même, bien sûr, avant, que vous êtes victime de répression syndicale, puisque vous passez en conseil de discipline le 20 février prochain, et que on a le sentiment que les policiers aussi ont peut-être peur de s'exprimer sur le terrain également. On voit des situations très tendues entre des gilets jaunes qui essayent de parler avec des CRS, et des fois ils leur disent « mais oui, je suis d'accord avec vous, mais je ne sais pas quoi faire ». Ça, je suis complètement d'accord avec vous, j'ai beaucoup de retours là-dessus, et malheureusement, moi en tant qu'avocat, toutes les retombées que j'ai sont souvent négatives. Mais moi, j'ai pu voir d'insultes, etc., de comportements inadaptés. Mais bien entendu, j'ai pu voir sur le terrain le soutien de certains policiers. Ça, il y a aucune difficulté. On ne fait pas le procès, en fait, à l'encontre de la police. Hein. Faut être clair, quoi. Les Gilets jaunes sont très, très loin d'être anti-policiers. Mais vraiment très, très loin. Au contraire, ils adorent leur police. On a les photos où nos collègues sont... Quand gilets jaunes, et ça se passe bien, ils mangent la pizza ensemble, ils ont appris. Voilà. Donc, en fait, la difficulté aujourd'hui. C'est pas ce qui est montré. Voilà, la difficulté aujourd'hui, quand je prends l'exemple de Paris, c'est que les manifestations sont déclarées à la préfecture. Parce qu'avant, on nous disait oui, alors la manifestation, elle n'est pas déclarée, donc on a le droit de vous menacer, on a le droit de vous interpeller de façon préventive. C'était l'argument juridiquement contestable, mais c'était l'argument. Aujourd'hui, toutes les manifestations sont déclarées à la préfecture, en tout cas à Paris. Et quand vous arrivez en fait au point final de destination, hein, comme c'était le cas pour Bastille, Charles de Gaulle Étoile, les manifestants arrivent de façon pacifique, par exemple à l'Étoile, et ils sont gazés. Alors que la manifestation n'est pas terminée, hein, puisque selon les termes de la déclaration de préfecture, à la préfecture, on indique l'horaire de début de la manifestation et l'horaire de la fin. L'horaire de dispersion. Voilà, de dispersion. Pour prendre l'exemple de la place de l'Étoile, qui c'était à 2 semaines, les manifestants sont arrivés en fait vers 14h30, 14h45. Les policiers, en fait, sans sommation, évidemment, ont commencé à gazer les manifestants qui arrivaient, alors que la dispersion devait être enclenchée à 17h. Non, donc là, il y a une précision, les policiers ont reçu l'ordre de la salle de commandement de tirer des points. Tout à fait. Attendez, c'est important parce que nos collègues sur le terrain n'ont pas la moindre idée. D'accord, fini la manifestation, ils sont prévus jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Oui, d'accord, mais vous êtes d'accord que ce n'est pas légal. Je suis d'accord, vous avez vos ordres, mais nous, justement, on ne comprend pas que vous acceptiez. Après, c'est ce que je dis toujours, c'est que nos collègues... Vous avez justement ce code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale. Il ne faut pas nous en parler parce qu'en fait, il est contraire aux intérêts des manifestants. Donc, il faudra mieux parler ensuite de les références. Il y a quand même 2-3 articles qui sont quand même... Non, mais Aurore, les fonctionnaires de police ont un devoir d'obéissance auprès de leur hiérarchie. Que dans le code de déontologie... Voilà, donc en fait, ils obéissent... Ils ont le droit aussi de ne pas être d'accord. Non, mais ça, c'est pas le problème. Mais après... C'est pas appliqué. Dans les faits, c'est difficile à être appliqué. Et on voit ce qui se passe dans le cas d'Alexandre Langlois qui risque sa peau. Voilà, soyons clairs. Il a le droit de réserve aussi, donc dans ce cadre, ils ne peuvent pas dire on n'est pas d'accord haut et fort aussi. Sinon, ils ont aussi leur bouche à nourrir. Et important sur la législation de ce nouveau code de déontologie aussi, d'un point de vue légal, avant on pouvait refuser un ordre manifestement illégal, donc avec une procédure complètement aberrante à mettre, il fallait faire des écrits, donc sur un maintien de l'ordre c'est impossible à mettre en place, mais bon, quand bien même, on peut tenter. Maintenant c'est ordre manifestement illégal et qui remet gravement en cause un intérêt d'ordre public. Il y a le petit « et ».
il y a deux éléments subjectifs, c'est-à-dire que dans les faits, c'est inapplicable en fait. On sera toujours fautif si on veut refuser un tel ordre. Et même si l'ordre, des fois aussi, nos collègues n'ont pas de vision d'ensemble sur la situation. Les seuls qui ont une vision d'ensemble, c'est ceux qui donnent les ordres. C'est-à-dire que nos collègues, on nous reproche des fois pourquoi vous avez utilisé les grenades, pourquoi vous avez tiré sur tel groupe de personnes. Mais parce que nos collègues, en fait, ils ne savent pas ce qui se passe ailleurs. On leur dit, ces personnes arrivent, faites ça. Ils ont fait ça avant, maintenant agissez. Et la seule chose qu'ils ont à faire, c'est on va faire confiance à ceux qui nous donnent les ordres, parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir l'analyse, parce que nous, on est le nez dans le guidon, de savoir si l'ordre est légal ou pas. Et même si on voulait le trouver, les textes sont tellement verrouillés qu'on ne peut même plus à l'heure actuelle les contester de façon légale. Alors, je voudrais qu'on avance, qu'on passe sur cette question de la répression judiciaire. On va accueillir Irving Magie, qui est journaliste aux médias. Irving, merci de nous avoir rejoints. Tu es avec nous parce que tu as suivi des comparutions immédiates. Il y a beaucoup de personnes qui passent en comparution immédiate. Je voudrais rappeler, si maître validez ce que je vais dire, que vous pouvez refuser la comparution immédiate, ce que beaucoup de manifestants ne savaient pas. Irving, tu as assisté aux comparutions. Oui, alors certains d'entre nous aux médias avons effectivement participé à ces comparutions immédiates, Théo à Bordeaux et moi-même à Paris. Et donc je vais vous exposer 3 cas qui m'ont semblé significatifs et que je vais vous demander ensuite de commenter. Alors tout d'abord, le cas numéro 1, celui de Lilian, maraîcher. Alors, il a été jugé le 4 décembre au tribunal de grande instance de Paris et ses chefs d'accusation étaient participation à un groupement violent en vue de commettre des violences et violences volontaires sur agent dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une ITT. Il a encouru d'une peine de 6 mois d'emprisonnement, dont 3 avec sursis, et de 6 mois d'interdiction de séjour à Paris. Le cas numéro 2, Lionel Étanchère, jugé le 4 décembre également au tribunal de grande instance de Paris toujours. Les chefs d'accusation sont participation à un groupement violent en vue de commettre des violences et violences volontaires sur agent dépositaire de l'autorité publique n'ayant pas entraîné ITT. Il a reçu une peine de 4 mois d'emprisonnement ferme et 6 mois d'interdiction de séjour à Paris. Le cas numéro 3, c'est un lycéen, on ne connaît pas son nom. Il a été jugé le 21 janvier au tribunal de grande instance de Bordeaux. Et son chef d'accusation était violence sur personne dépositaire de l'autorité publique n'ayant pas entraîné d'ITT. Et son verdict, 1 mois de prison avec sursis et 200 € d'amende au titre de préjudice moral. Ce qui m'a frappé, ce sont des peines très dures qui ont été prononcées, alors que les avocats de la défense ont pourtant souligné le manque d'éléments à charge. Mais plus frappant encore, tout d'abord, cette notion de participation à un groupement violent. Ensuite, il s'agit de l'interdiction de séjour. À Paris comme à Bordeaux, plusieurs condamnés gilets jaunes ont eu à en souffrir. Est-ce une manière subtile de légitimer juridiquement le mépris de classe, manière de dire « restez dans votre patelin » ou est-ce une stratégie pour tuer le mouvement parce que, bah oui, à force d'interdire de séjour tout le monde, personne ne pourra monter ni à Paris ni à Bordeaux. Mais surtout, est-ce légal? Et pour cette question, David Libeschkin, je me tourne vers vous. Alors, concernant l'interdiction de manifester, qui est une peine souvent complémentaire, une fois que vous avez été condamné pour les infractions que vous avez rappelées, souvent les tribunaux, en fait, donnent cette peine accessoire, l'interdiction de manifestation sur une commune, évidemment, bien précise. C'est pas une interdiction de manifestation sur toute la France, qu'on le comprenne bien. Donc c'est parfaitement légal. Mais là, c'était interdiction de séjour, c'est ça qui m'a frappé. C'est le terme séjour, interdiction de séjour, comme une interdiction de venir sur Paris. Moi, j'ai de très faibles notions en termes de droit pénal. Alors c'est légal. D'accord. Je veux dire, un tribunal, il applique la loi. Alors peut-être il l'applique mal, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, il peut interdire une personne de séjourner dans telle commune, de lui interdire de manifester. Parce que bon, interdiction de séjour ou de manifester, évidemment, c'est un peu pareil. Mais donc, moi, dans les affaires qui me remontent, des avocats en province, ou dans les affaires que je gère, c'est très monnaie courante. Par contre, ce qui peut choquer, effectivement, c'est que c'est une justice expéditive, d'accord. Souvent, nous, avocats, on a des vidéos pour apporter la preuve contraire d'une déclaration, par exemple, d'un policier, et le tribunal ne fait jamais droit, en fait, au visionnage de cette vidéo. Donc c'est ça, en fait, qui est un peu choquant, c'est une justice expéditive. C'est pour ça qu'il faut systématiquement faire appel quand un gilet jaune est condamné, puisque en appel, le débat il est un peu plus serein. D'accord ? On n'est pas dans le cadre de comparution immédiate. Alors, vous l'avez dit, évidemment,
quand vous êtes déféré en comparution immédiate, vous pouvez demander le renvoi, d'accord? Après, la difficulté de demander le renvoi, évidemment, il faut le faire, mais certaines personnes sont en détention provisoire, donc elles ne demandent pas le renvoi. Parce que si elles demandent le renvoi, en fait, elles risquent en fait, de se retrouver en détention jusqu'à la prochaine date du jugement. Donc c'est voilà. Donc c'est une vraie aussi, c'est une vraie difficulté, mais en tout cas, voilà, je confirme, il faut toujours demander le renvoi hors situation exceptionnelle. Ce qui marque aussi, évidemment, c'est les peines de prison ferme. Je crois qu'il a échappé à personne, en fait, qu'une peine de prison ferme pour une personne qui n'a pas de casier, là, bon là vous avez cité des cas, mais bon, je ne connais pas les éléments du dossier, donc je ne peux pas me prononcer en tant que tel, savoir si la peine que le tribunal a décidé était justifiée ou pas. Mais en tout cas, il est certain qu'on a beaucoup de cas de personnes qui ont un casier judiciaire et qui ont été condamnées à des peines de prison ferme. Qui n'ont pas de casier judiciaire. Qui n'ont pas de casier judiciaire, pardon. Qui n'ont pas de casier judiciaire. Donc je confirme en fait qu'on est vraiment dans le cadre d'une justice d'exception, puisque tout avocat qui fait du droit pénal sait très bien qu'une personne qui n'a pas de casier judiciaire ne sera jamais condamné à une peine de prison ferme, à part vraiment si c'est une infraction vraiment très très grave. Donc à partir de là, faut s'interroger. On pense à Christophe Détinger, dit le boxeur, qui a été maintenu en détention provisoire, qui attend toujours son jugement le 13 février prochain, et au colonel Andrieux, qui lui n'a pas été inquiété. Oui, vous avez cité les deux cas les plus médiatiques, d'accord. Concernant Christophe, il s'est rendu en fait volontairement à la police. Donc pourquoi a-t-il été mis en détention préventive? Bon. Je n'ai pas accès aux éléments du dossier, donc mais bon, faut s'interroger. Concernant M. Andrieux, je crois qu'il y a eu une enquête de l'IGPN. En tout cas, ce qui choque l'opinion publique, pas seulement les gilets jaunes, c'est qu'il fait l'objet quand même d'un traitement différencié. Parce qu'il suffit de regarder la vidéo, on le voit bien frapper comme ça de façon volontaire, alors qu'il n'est pas en légitime défense sur une personne. Tout à fait. Alors, comment se déroule une interpellation? C'est une question qu'on s'est posée. Je voudrais vous parler du cas de Nicolas, qui m'a contacté. Il a été arrêté avec sa femme Joséphine. Ils ont été interpellés le samedi 26 janvier sur les Champs-Élysées. Il était environ 8 h du soir. Ils étaient une personne en situation de handicap qui n'avait plus de batterie en fait, dans son fauteuil roulant. Je vous propose d'écouter le témoignage de Nicolas sur des images tournées par caméra gilet jaune. Et voilà, on était avec un groupe d'amis, on était 5 personnes, dont lui, sur le trottoir des Champs-Élysées. Et à un moment donné, moi je pars, donc je me détache du groupe pour aller jeter un détritus à la poubelle, et donc je jette mon truc à la poubelle, et en me retournant, là les policiers commencent à me bousculer, à me taper dessus et à me jeter par terre. Ma compagne, voyant ça, commence à venir pour intervenir. Elle se prend un coup au visage. J'ai attrapé ma compagne dans mes bras pour lui tenir la tête, pour éviter qu'elle se prenne des coups sur la tête, et puis je préférais que ce soit moi qui prenne le coup plutôt qu'elle. Du coup, ils nous ont séparés l'un et l'autre. Ils m'ont mis au sol, j'ai reçu des menaces, des coups, des insultes, et ensuite on a été emmené au commissariat. Donc on arrive au commissariat, ils nous mettent en cellule collective, le temps de nous faire signer notre garde à vue, et ils nous expliquent que moi ils me reprochent rébellion, et ma compagne lui reproche outrage. On passe la nuit au commissariat, vu qu'on arrive à 20h30, ils nous disent qu'on ne peut pas manger parce que l'heure du repas est déjà passée. Donc du coup, on leur a mangé que le lendemain matin. Et c'est que le lendemain matin qu'on sera auditionné. Donc on a demandé à avoir un avocat commis d'office, donc chacun. On ressort donc le dimanche à 16h. Et moi, ils me reprochent absolument rien. C'est-à-dire que j'ai aucune suite, il n'y a même pas de rappel à la loi, je n'ai rien. Et ma compagne, il lui reproche donc outrage, parce qu'elle a reconnu le fait que quand elle a pris un coup, elle a insulté le policier, choqué, voilà, elle a pris un coup, elle l'a insulté, et donc elle a reconnu ce fait-là, et du coup là elle est convoquée le 4 février au tribunal de grande instance pour passer devant le substitut du procureur.
Alors là, Pamela Ossini, je me tourne vers vous dans ce cas, puisqu'on a affaire donc à cette femme qui a été victime et qui est traitée comme une coupable. Oui, elle est effectivement traitée comme une coupable et pour le coup, elle est jugée comme telle. Donc c'est là où on voit qu'il y a vraiment une justice à deux vitesses. On prend l'exemple donc du commandant et on prend l'exemple de cette pauvre dame. C'est vraiment deux poids deux mesures. C'est vraiment catastrophique et qu'on est dans une politique du chiffre. Il faut absolument qu'on arrive à avoir tant d'arrestations, tant de gardes à vue, tant de jugements rendus. Et il faut vraiment que ça roule et que ça file droit. Donc Macron arrive derrière à avoir ce qu'il veut. Maintenant, pour elle, arriver psychologiquement, ça va être compliqué. Arriver à obtenir un gain de cause sur le choc psychologique que ça a pu causer, là, ça devient plus compliqué parce qu'il faut effectivement que ces blessures psychologiques aient été constatées par un médecin psychiatre le plus rapidement possible, qu'elle fasse l'objet d'un suivi et qu'elle assigne en tant que telle. Est-ce que, encore une fois, la reconnaissance de la responsabilité de l'État va avoir lieu et va naître? J'ai des doutes. Alors, le média a lancé une pétition pour demander l'amnistie de tous ces gilets jaunes arrêtés, condamnés, interpellés. Maître, vous êtes un des premiers signataires de cette pétition. Écoutez. Ils n'étaient pas venus à Paris, Bordeaux, Toulouse pour en découdre avec les forces de l'ordre. Ils étaient venus pour défendre leur vie menacée, dégradée par la précarité, mise en joue par un pouvoir prêt à faire les poches de leurs parents retraités comme de leurs enfants étudiants, afin de valoriser le patrimoine financier des plus riches. Ils étaient venus pour protéger leurs droits fondamentaux et aussi une certaine conception de la justice sociale qui a longtemps fait l'honneur de la France. La stratégie de la tension, délibérément choisie par le pouvoir, ne leur a pas laissé le chance d'une protestation pacifique. Gazage, nassage et brimades en tout genre, puis au fil des semaines, matraquage, tirs de flashball et grenades mutilantes. Pour la première fois de leur existence, beaucoup de gilets jaunes ont été confrontés à des brutalités policières indignes d'une démocratie, que des organisations comme Amnesty International ont elles-mêmes dénoncées. On ne compte désormais plus le nombre de manifestants au casier vierge, mis en garde à vue, condamnés en comparution immédiate ou aujourd'hui en instance de jugement. Certains connaîtront la prison, qui détruit, qui humilie. D'autres ne retrouveront jamais d'emploi. Un grand nombre d'entre eux verront leur vie brisée à jamais. Nous ne pouvons accepter qu'une protestation contre une politique massivement rejetée par la population détruise ainsi des êtres pris pour bouc émissaire. Nous ne pouvons accepter qu'un pouvoir qui a sciemment fait le choix de la confrontation se serve d'eux pour intimider tout un peuple. Nous ne pouvons accepter l'idée d'une vengeance d'État. C'est pourquoi nous appelons le président de la République, Emmanuel Macron, et son Premier ministre, Édouard Philippe, à mettre à l'ordre du jour une loi d'amnistie en faveur des hommes et des femmes aujourd'hui persécutés, mis en examen ou détenus pour avoir participé à ce mouvement social d'ampleur historique. C'est pourquoi nous appelons dès aujourd'hui à l'arrêt des procédures en cours, à l'effacement des peines prononcées et à ce qu'une réponse enfin politique et pas seulement sécuritaire et judiciaire soit donnée aux événements hors du commun que la France est en train de vivre. Une telle amnistie est prévue par l'article 133-9 du Code pénal et légitimée par la tradition française. De nombreuses lois d'amnistie ayant ainsi été votées depuis le début de la Ve République, notamment dans le cadre d'activités protestataires. Un tel geste serait seul en mesure de commencer à rendre au pays l'apaisement qu'il ne saurait retrouver sur fond de persécution pour l'exemple. Nous ne reprendrons pas le cours de nos vies, disiez-vous, Monsieur le Président, le 10 décembre 2018. Nous ne reprendrons pas le cours de nos vies tant que nos concitoyens n'auront pas pleinement retrouvé la leur. Je vous rappelle que vous pouvez signer cette pétition sur le site amnestygj.fr. Irving, merci à toi, je te libère. Merci d'être venu nous parler de ces comparutions immédiates. Pas de loi d'amnistie au programme du gouvernement. L'Assemblée nationale planche en ce moment sur une loi dite anti-casseurs. La liberté d'expression, le droit de manifester et même l'état de droit sont-ils en danger? C'est notre troisième partie. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est simplifier le dispositif déclaratif des manifestations. Mais c'est aussi faire en sorte que ce droit fondamental de manifestation soit garanti. Or aujourd'hui,
une petite minorité, une toute petite minorité, prend en otage ceux qui manifestent, prend en otage les commerçants, prend en otage les villes, à Paris bien sûr, mais aussi de très nombreuses villes partout en France, et prend en otage le droit fondamental de manifester. Cette loi n'est pas une loi de circonstance, c'est une loi de bon sens. Donner les moyens aux autorités administratives sous contrôle de la justice de façon systématique de faire en sorte que nous puissions dans ce pays manifester quand nous le souhaitons, sans pour autant subir les brutes. Parce que je parle bien de brutes, monsieur le député, non pas de casseurs, de brutes, qui considèrent que l'objectif, samedi après samedi, est de briser des vies. On vient pour manifester, je viens du Nord-Pas-de-Calais. Si c'est pour casser des vitrines ou des carreaux, je fais pas 300 km, 600 km aller-retour. Non, on n'est pas là pour on n'est pas là pour la violence. Là, ça se passe bien, il faut que ça reste comme ça, c'est tout. Pour l'instant, c'est bien, il faut que ça reste comme ça. On n'est pas des casseurs. Mais moi, je suis jardinier. Et ce matin, je suis venu, j'étais équipé. Je me suis fait voler mes gants par la police. J'avais des lunettes, ils me les ont volées. J'avais un masque, ils m'ont volé aussi. Ils nous ont dit, vous inquiétez pas, on va pas vous gazer pour rien. Moi, j'ai très bien vu tout à l'heure, je me suis fait gazer pour rien. Alors, le droit de manifestation est un droit fondamental. Dans votre kit Robe noire et gilet jaune, maître, vous rappelez 2 textes fondamentaux que j'ai trouvé important de rappeler. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article numéro 10 qui stipule que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre établi par la loi. Et la Convention européenne des droits de l'homme de 1953, l'article 11, toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Ce mercredi 30 janvier, l'Assemblée nationale a donné le feu vert à l'interdiction administrative de manifester et a voté un amendement pour faciliter la recherche d'armes par destination, amendement qui permettrait aux forces de l'ordre de ficher les manifestants, si je comprends bien, maître. Oui, tout à fait. Bon, ce qui est vraiment choquant, c'est le fichage, évidemment. Mais de toute façon, le fichage a déjà été mis en place. On n'a pas attendu... ils n'ont pas attendu... les pouvoirs publics n'ont pas attendu cette loi, en fait, pour mettre en place un fichage, puisque dans le cadre des interpellations préventives, en fait, ils prenaient déjà l'identité des gens. Le Canard enchaîné a d'ailleurs ce mercredi, j'ai l'article ici, révélé l'information, un dossier donc, qui vise à recenser, je cite, les personnalités exerçant une réelle influence sur le mouvement ou se signalant par des discours ou des commentaires vindicatifs ou subversifs, trouvant de l'écho sur les réseaux sociaux. Il y a donc des fiches numérisées intitulées « Meneurs du mouvement des Gilets jaunes ». Tout à fait. Alors, ça c'est le Canard enchaîné qui souvent est bien informé. Alors, mais moi je confirme puisque j'ai assisté à des Gilets jaunes qui étaient en audition dans certains commissariats. Et les premières questions qu'on leur posait, après évidemment les questions d'usage, d'identité, où vous habitez, votre numéro de portable, etc., c'était pourquoi vous participez au mouvement des Gilets jaunes, quelles sont vos motivations politiques. Ça a été les premières questions. Donc c'est choquant, c'est une atteinte en fait à la liberté de penser, à la liberté. Ce type de question en fait n'a pas à intervenir dans le cadre d'une audition libre ou dans le cadre en fait d'une garde à vue. On pose des questions à la personne par rapport à l'infraction qu'on lui reproche. Nous également, on a eu un de ces témoignages. Je vais vous le faire écouter tout de suite. Il s'agit de Flo, il est street medic. Street medic, ce sont ces personnes qui secourent les personnes blessées sur le terrain. Il a été placé en garde à vue début janvier vers 9h du matin alors qu'il se rendait en manifestation. On a volontairement brouillé sa voix pour sa sécurité. Écoutez-le. Arrivé comme d'hab vers 9h sur Paris. On s'est mis en route pour Bercy. Bon, jusque-là, tout allait bien. On s'est vite rendu compte que tout Bercy était cerné par les CRS, donc pas le choix, il fallait passer un contrôle. De là, j'arrive sur le contrôle de CRS où j'explique un peu ce qu'on fait, comme d'hab, rien de méchant. Et
Et on me dit, vous avez un casque, venez avec moi. Il se passe 5-10 minutes, les CRS me discutent avec moi, rien de méchant, hein. Ils me disent, ouais, vous inquiétez pas, le commissariat va arriver dans un camion, on va prendre votre nom, votre prénom. Et ça va aller, quoi. Quand j'ai vu le camion avec les cellules à l'arrière, vous voyez genre bétaillère, quoi, j'ai compris direct. Donc de là, les mecs du camion descendent et claquent devant moi au commandant de loin, tu sais, en criant un peu plus fort. Ouais, commissariat Intel, on est là pour 3 GAV. À savoir qu'on était 3 à attendre, pour les mêmes raisons. Hein. Donc il y en avait un qui avait des lunettes de ski, moi j'avais mon casque et mon masque. Et le troisième, il avait des protèges tibias. Je me retrouve dans un commissariat traditionnel, donc au rez-de-chaussée. On me met sur un banc, on me note à un banc, on me dit qu'on va me prendre en charge à l'accueil. De là, on me prend en charge aux premières fouilles, donc je vide toutes mes poches, je mets tout dans mon sac. Et mon sac était déjà à l'extérieur, enfin bref, je fais tout ça. Et là, au moment, après la première fouille, on me dit, de toute façon, on va le monter à l'étage à la PJ. J'arrive dans un bureau avec 3 commissaires en face de moi, 2 qui me prennent en charge, donc prise d'identité. Donc nom, prénom, parents, etc. Bref. De là on me dit on va vous envoyer en cellule, je repars en cellule, je sais pas combien de temps. On me ressort de cellule, on me prend les photos qui vont bien style PJ, quoi, donc de face, de travers. Et en latéral, les empreintes de chaque doigt, les empreintes de chaque main. De là on me renvoie en première audition. Où là j'étais assez étonné. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais il faut savoir qu'ils ont un manuel à respecter pour les gilets jaunes. Alors comment je dis, c'est pas un manuel, mais ils ont un référencement de questions pour les gilets jaunes. Donc je m'explique. Alors moi on m'a demandé plein de trucs. On me pose un tas de questions sur ce que je fais là, donc pourquoi êtes-vous gilet jaune, que représente pour vous le mouvement des gilets jaunes, alliez-vous à Paris en rejoignant un groupe, alliez-vous à Paris tout seul, avec quelqu'un, quel est votre parti politique, quel est votre syndicat, pour vous le mouvement des gilets jaunes reflète votre pensée, que pensez-vous des groupes d'extrême des gilets jaunes, que pensez-vous des casseurs, etc. Mais un tas de questions, mais franchement, ignoble. Ignoble. Alors, je parle en présence d'un policier, d'une juriste, d'un avocat. Y a-t-il aujourd'hui une police politique en France ? Alors moi, me concernant, je considère que c'est une forme de police politique. À partir du moment, en fait, on fait un fichage des gens, à partir du moment où on interroge les gens sur leur motivation relative à leur participation au mouvement des Gilets jaunes. Dès lors qu'on interroge les gens, en fait, sur leurs opinions politiques, là, on peut parler, à mon sens, de police politique. Je suis totalement d'accord, effectivement. Des questions comme celles qu'on vient d'entendre, ça ne devrait pas exister dans un interrogatoire dans lequel on venait pour être street médic dans un mouvement. Je le rappelle, puisque c'est encore plus choquant. Je rappelle que cette personne a été interpellée parce qu'il portait un casque de ski. Hein. Voilà. Alexandre Langlois. Alors, on n'a pas le retour de ça. Si ça est exact et qu'un jour on montre une procédure, je dirais effectivement que c'est très grave parce que ça n'a rien à voir. Maintenant, la procédure est en cours. Voilà, mais si ce serait bien de la publier pour que les gens ne disent pas, ça n'existe pas, etc. C'est juste un témoignage. Donc, ces choses-là, si elles existent, c'est inadmissible et ce serait intéressant de le publier pour, en gardant l'anonymat de tout le monde, bien évidemment. La deuxième chose, nous, c'est le niveau de police politique. C'est déjà, on a l'IGPN, rien que pour ça, déjà, nous, ce qui contrôle la police, mais qui est aux ordres du pouvoir politique et qui fait taire tous ceux qui dépassent d'une tête, qui vont, s'il y a besoin de défendre un policier, quoi qu'il ait fait, il sera défendu parce qu'il y a besoin pour l'opinion publique. Si jamais il y a besoin de crucifier un policier parce que l'opinion publique demande une tête, on le rendra coupable quoi qu'il arrive. Donc cette police politique existe et en fait, c'est celle-là qui est derrière, qui gère toute la police d'une main de fer, qui découpe les têtes quand il y a besoin de les découper, qui protège toujours les directeurs quand il y a besoin de les protéger, sauf quelques-uns qui ont des plus hauts sérail. C'est pour ça qu'il y en a qui sont quand même condamnés, mais c'est assez rare. Voilà, il y en a qui peuvent détourner de l'argent, il n'y a pas de problème, ça ne pose pas de souci à partir d'un certain niveau de hiérarchie. Donc c'est à partir de là, tant qu'on n'aura pas commencé par casser cet organe qui empêche les policiers de faire leur travail convenablement, en fait. Et je vais le résumer par rapport à notre nouveau code de déontologie. Moi, j'avais soulevé différents problèmes de légalité avec la Constitution, sur tout ça. La formation m'a répondu, écoutez, vous avez 2 solutions. Soit vous voulez manger à la fin du mois, soit vous voulez vous battre pour des valeurs. Bon, j'ai fait mon choix, et eux, ils ont choisi, a priori, de me révoquer le mois prochain. Voilà. Je voulais juste rappeler que quand on est en garde à vue, c'est parce que justement, on estime qu'il y a une infraction pénale. En lui posant cette question, en orientant
avec ce type de questions, de trouver une infraction. Je vais y arriver. Caractérisée, merci. Et là, ça devient compliqué pour tous, puisque on n'est pas informé de ce type d'interrogatoire. Donc on peut facilement tomber dans le panneau, je vais me permettre de le dire, puisque quand on pose une question, pourquoi as-tu des pansements sur toi, de là à dire je fais de la médecine légale, voilà, c'est compliqué là. Alors, donc à mettre en éveil. C'est simple, hein, en fait. Pour faire un fichage d'une personne, vous l'interpellez parce qu'en fait elle participe à une manifestation qui est non déclarée, ce qui est souvent le cas en province. Donc vous la mettez en garde à vue. Vous l'auditionnez, donc vous lui demandez ses motivations politiques, etc., sur le pourquoi de sa participation au mouvement Gilets jaunes, et ensuite vous abordez l'infraction. Ensuite, vous transmettez le procès-verbal au parquet, au procureur de la République, qui classera sans suite. Éventuellement, vous ne transmettez même pas, en fait, le procès-verbal. Donc à partir de là, la technique de fichage par la mise en place de garde à vue est facile. Je vais dire, il n'y a même pas besoin de garde à vue en fait. Je vais le dire parce que je l'ai vécu personnellement. J'ai été poursuivi pour diffamation par monsieur le directeur de la police nationale pour avoir dit qu'il y avait des trucages dans les chiffres de la délinquance, parce qu'on a les preuves. Mais il y a même un audit interne qui ne veut pas sortir, qui confirme, qu'il y avait du coup des commissaires, dont lui, qui touchaient des primes sur des choses qui n'étaient pas faites, donc un détournement de fonds publics. J'ai été auditionné par mes collègues de la police judiciaire parisienne. Il y a marqué que j'ai une fiche TAGE. Alors que le procureur a classé sans suite. Dans la fiche TAGE, il y a marqué que je suis interpellé. Je n'ai jamais été interpellé, j'étais en audition libre. Par contre, demain, si je veux chercher du travail parce que je suis révoqué, imaginons, dans la sécurité, je ne pourrai pas, parce que les employeurs demanderont de passer ce fichier-là, alors que je n'ai absolument rien fait. Oh, il y a des petites choses qui se passent. Pas sûr, parce que si vous n'avez pas de condamnation, il y a des si vous n'avez pas de condamnation pénale, normalement, vous pouvez... on peut exercer mais il y a toujours les employeurs qui passent, qui demandent regardez, attention, ça n'empêchera pas, mais l'employeur dira on ne va pas vous prendre. Donc, mais je veux dire, je n'ai rien fait, je suis dans ce fichier alors que je suis même policier pour avoir dénoncé des dysfonctionnements. Les fichiers TAGE, je rappelle, pour traitement des antécédents judiciaires. Voilà. Ce qui est un non-sens puisque vous n'en avez pas. Ben c'est ça, et je n'ai pas été interpellé non plus, j'étais en audition libre. Alors, Aurore, vous qui entendez tout ça, qui avez votre gilet jaune, sachant qu'aujourd'hui, on peut se faire interpeller parce qu'on a un gilet jaune, est-ce que vous allez continuer à porter votre gilet jaune? Non, mais à 2000%. À 2000%, on lâchera rien. On va pas s'excuser, comme j'ai dit tout à l'heure, de vouloir manger à notre faim. Je comprends pas toute cette répression. On veut juste vivre de notre travail. On veut juste pouvoir avancer dans la vie et avoir un avenir pour nos enfants. J'ai mon grand garçon de 18 ans, il est en école d'ingénieur. Lui, sa vie, elle est lancée. Et moi, je lui dis, va-t'en de la France. Pars, quitte la France. Mais mes deux petites filles, de 5 ans et de 7 ans, elles vont avoir quoi comme avenir? L'avenir de nos petits, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que si ça continue comme ça, mais on va vraiment être... Enfin, je sais pas... Pas savoir se nourrir, c'est quand même quelque chose. J'avoue que je suis un peu déphasé. En plus, j'ai été mise au courant dans mon coin de certaines manœuvres politiques aussi pour justement casser notre mouvement dans notre coin. J'ai passé toute la journée au téléphone hier tellement il y a des choses effarantes quand la politique essaye de prendre l'ascendance sur un mouvement contestataire comme ça, c'est... j'avoue que... Parler des foulards rouges. Oui, voilà, oui, des foulards rouges et des manœuvres politiques. Et ça me fait peur. Ça me fait peur, franchement. Je me demande ce que mes petites vont devenir. En tout cas, vous continuez à porter votre gilet. On lâchera pas. Merci, merci à tous d'être venus sur ce plateau pour parler de cette question essentielle de la criminalisation du mouvement, de la répression syndicale, de la répression physique, psychologique. On en a parlé. C'est la fin de cette émission. Je voudrais vous remercier puisque un avocat, une juriste, un policier, une mère de famille qui sont au combat. C'était un plaisir de discuter avec vous. Je voudrais rappeler que le média est financé par des sociaux. Ce sont des personnes qui nous financent pour que nous puissions réaliser ce type d'émission. Nous avons besoin de votre soutien. N'hésitez pas à partager cette émission si elle vous a plu.
Je souhaiterais dédier ce numéro d'Au combat à toutes les personnes qui ont été blessées, mutilées et arrêtées pendant ce mouvement social des Gilets jaunes. Merci à tous.